Donc moi, je suis le docteur Caroline Bastiani. Je suis également radiologue. Je travaille avec les radiologues de l'Institut Arnaud de Sanck et également à l'Institut du Sein et au centre Lamartine à Nice. Et je vais bientôt, si tout se passe bien, m'associer avec les radiologues de l'Institut. Et moi, je vais vous parler du dépistage des patientes à haut risque. Donc, on va essayer de se suivre ce plan, savoir déjà qu'est-ce qu'une patiente à haut risque. L'HAS a revu un petit peu et défini le risque. On va voir qu'il y a plusieurs types de risques, des risques génétiques et des risques histologiques. Et pour ces patientes-là, elles vont bénéficier d'un dépistage particulier. Il va falloir les surveiller, mais il va falloir savoir quand, comment et jusqu'à quand et à quel rythme. Et après, on verra des caractéristiques spécifiques de ces patientes qui ont souvent des représentations en imagerie un peu particulières. Donc, qu'est-ce que le risque ? Pourquoi on va dire qu'on est à risque ? L'HAS a défini donc deux types de risques, les patientes qui sont à très haut risque et les patientes qui sont à haut risque. Qui sont les patientes à très haut risque ? Donc les patientes mutées, BRCA1 et 2, les patientes avec un syndrome génétique à risque cancérologique multiple, type syndrome de Lynch et Li-Fraumeni, les patientes qui ont un antécédent de maladie de Hodgkin avec irradiation thoracique, et les patientes dont l'histoire familiale est évocatrice, qui auront vu un oncogénéticien et qui l'oncogénéticien aura établi, lui, un risque et dira, elle est à très haut risque. Les patientes à haut risque sont les patientes qui ont un antécédent personnel de cancer du sein, in situ ou invasif. Les patientes qui ont des lésions histologiques à risque. Et encore, ces patientes-là, dont on a dépisté à l'interrogatoire que potentiellement il pouvait exister un risque, elles ont vu l'oncogénéticienne ou l'oncogénéticien qui leur a évalué le risque à type de haut risque. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs risques et on va d'abord parler du risque génétique. Donc le score des 5G dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on reçoit la patiente en consultation, on va par l'interrogatoire déterminer si cette patiente a des antécédents familiaux, des antécédents personnels, et en fonction de ce qu'elle va nous dire, on va établir un score. Et ce score, donc vous voyez, si par exemple elle a une mutation authentifiée dans la famille, elle passe tout de suite à 5 sur 5. Par contre, si dans son histoire familiale ou personnelle un cancer de l'ovaire, elle sera à un score à 3. Si cette patiente a un score supérieur ou égal à 3, il y a une indication à l'envoyer chez l'oncogénéticien pour que l'oncogénéticien évalue le risque et dise cette patiente elle est à très haut risque, on va faire telle surveillance. Cette patiente elle est à haut risque, on va faire telle surveillance. Cette patiente ne représente pas de risque, on va la suivre comme une patiente de la population générale. Donc les patientes qui ont une histoire, donc voilà, là vous représentez ici l'ensemble des cancers du sein, donc 75% des cancers du sein sont sporadiques, 5% héréditaires avec des mutations prouvées qu'on connaît actuellement, et 20% qui ont une histoire familiale avec probablement un gène en cause dont on ne connaît pas pour l'instant la nature. Donc les formes génétiques, les formes héréditaires, donc, représentent 5% de l'ensemble des cancers. Elles sont liées à la présence de variants génétiques délétères, monogéniques. Les transmissions sont autosomiques dominantes, donc ça va toucher toute la famille, de pénétrance très élevée et transmissible d'une génération à l'autre, puisque présente dans la lignée germinale. Donc le principal qu'on connaît, c'est la mutation BRCA1 et 2. Les deux gènes ont été découverts tous les deux dans les années 90 sur le chromosome 17 et 13. Donc ce sont des gènes suppresseurs de tumeurs. Il faut savoir que les souris mutées BRCA1 et 2 ne sont pas viables quand on leur enlève ce gène-là. Les gènes BRCA1 et 2 sont multifonctionnels et impliqués dans les réparations des dommages de l'ADN. Donc l'expression de ces protéines sont ubiquitaires chez nous, mais leur inactivation ne se matérialise qu'au niveau du sein et au niveau de l'ovaire, et pour l'instant on ne sait pas pourquoi. La prévalence dans la population, heureusement, est faible, mais la difficulté diagnostique, c'est qu'il existe une grande variabilité phénotypique à la fois dans la famille et à la fois dans ce gène. Actuellement, on connaît plus de 780 variants du gène, et donc il est très difficile c'est pas parce que la patiente a cette mutation-là que sa fille aura la même mutation, et il va falloir rechercher cette mutation, mais elle peut être très variable. Et donc, de manifestations cliniques variables, l'âge du diagnostic ne va pas être le même et le type de cancer. On peut avoir un cancer de l'ovaire ou un cancer du sein. Alors, quel est le risque réel chez ces patientes ? Au cours de leur vie, ces patientes-là, par rapport à la population générale, donc vous voyez, dans la population, on a moins de 10% de chances de faire un cancer du sein et 1% pour le cancer de l'ovaire. Par contre, chez les patientes mutées, notamment BRCA1, on va jusqu'à 80% de chances de faire un cancer du sein ou de l'ovaire, et 80% et 34% pour les patientes mutées BRCA2.
Et quel est le risque de cancer contralatéral, hein, parce qu'une fois malheureusement on a diagnostiqué d'un côté, il y a 83% de chances d'avoir un cancer du sein contralatéral chez les femmes mutées BRCA1 et 62% chez les femmes mutées BRCA2. Donc c'est énorme. Donc, voilà les autres gènes dont on connaît le risque et la pénétrance élevée d'avoir un cancer du sein. Donc le syndrome de Coden, qui se manifeste par des lésions bénignes de la peau, de la muqueuse et du tube digestif sous forme de polypes amartomateux. Donc le risque de cancer du sein est de 25 à 50%. Le syndrome de Pett-Jäger, pareil, des polypes amartomateux de l'ensemble du tube digestif. Donc le risque de cancer du sein est de 8% à 40 ans, 45% à 70 ans. Le syndrome de Li-Fraumeni, plus rare parce que ça touche surtout l'enfant, avec des sarcomes et des ostéosarcomes. Et il faut savoir que ça représente 3-6% des cancers du sein avant 30 ans. Donc, chez ces patientes à très haut risque, on a bien vu, hein, quelles sont les patientes à très haut risque. L'âge de début du dépistage, c'est 30 ans par IRM. Et avant 30 ans au cas par cas, notamment chez les patientes qui ont la mutation P53, on commence à 20 ans. Et celles qui ont une irradiation thoracique, c'est 8 ans après l'irradiation qu'on va commencer le dépistage par IRM. La fin du dépistage par IRM à 65 ans, parce qu'on estime qu'au-delà, bon, si elles n'ont pas fait de cancer jusqu'à 65 ans, très probablement, elles en feront probablement pas. Et par mammographie, donc on commence, donc ça c'est les dernières recommandations de l'INCa 2016, hein, par une mammographie, une seule incidence, hein, parce que ce sont des patientes qui ont un risque de radiosensibilité. Donc par mammographie, associée à l'IRM. Et il faut savoir que la séquence IRM, mammo, écho, on commence par l'IRM. L'écho et la mammo doivent être faits dans un délai de 2 mois après l'IRM. Et maintenant, la mammographie n'est pas, l'échographie n'est pas forcément faite si l'IRM est normal. Et au-delà de 65 ans, on reprend un dépistage normal. Maintenant, donc, les patientes à haut risque, donc c'est les patientes qui ont un antécédent personnel de cancer du sein et les lésions histologiques à risque. Donc comment on va dépister ces patientes-là, parce qu'elles n'ont pas de mutation connue, et elles ont par contre une histoire familiale. Donc à partir de 3 antécédents de cancer du sein, et du premier degré, et 2 antécédents de cancer du sein, dont un bilatéral et ou un avant 40 ans, là on va se dire, cette patiente-là, potentiellement il y a une histoire familiale, on va l'envoyer chez l'oncogénéticienne qui va évaluer son risque et en fonction de ce risque-là, on va décider en RCP d'adapter la surveillance pour cette patiente-là en disant voilà, elle a un risque de tant de pourcents, alors on va lui faire l'IRM annuel avec la mammo, l'écho, jusqu'à quand. Voilà. Tout ça, c'est l'oncogénéticien qui doit le décider. Et après, ça se décide, la surveillance se décide avec les radiologues et les oncologues. Donc, les lésions histologiques à risque. Donc voilà les lésions histologiques à risque. Ce n'est pas des cancers. C'est des lésions qui potentiellement vont pas faire le lit du cancer, mais favoriser la survenue d'un cancer dans cette population-là. On a montré qu'en l'absence de traitement, la survenue d'un cancer est plus fréquemment retrouvée chez ces patientes que dans la population générale. Actuellement, on en diagnostique plus du fait du dépistage par rapport à avant le dépistage. Donc, ces lésions proliférantes multiplient, le risque relatif est supérieur à 4 et il est multiplié par 2 en cas d'antécédent de cancer du sein dans la famille. Ce sont des précurseurs non obligatoires de cancer et elles majorent le risque global d'avoir un cancer du sein. Et il existe 40% de risque de faire un cancer du sein contralatéral si on a une lésion histologique à risque. Donc, la différence entre l'hyperplasie canalaire atypique et le carcinome canalaire in situ, alors je fais attention parce qu'il y a beaucoup d'anapathes, c'est qu'ils ont la même morphologie. C'est très difficile souvent de faire le diagnostic puisque le diagnostic, il est essentiellement fait sur un critère quantitatif. Donc, sur l'hyperplasie canalaire atypique, c'est limité à 2 canaux et ça doit faire moins de 2 mm. Donc, il y a un important risque de sous-estimation. C'est pour ça que ces patientes sont reprises chirurgicalement de façon systématique, puisque la biopsie sous-estime, et dans 10 à 20% des cas, il y a un changement en CCIS, voire en invasif, après la chirurgie. Donc, il faut les opérer. Ensuite, entre l'hyperplasie lobulaire atypique et le carcinome lobulaire in situ, donc c'est pareil, c'est un degré d'infiltration des lobules qui diffère. C'est un précurseur également non obligatoire de cancer, mais qui majore également le risque, comme l'hyperplasie canalaire atypique. Et il y a également une sous-estimation qui est plus faible si on réalise des macrobiopsies. Donc, en gros, chez une patiente qui a eu une lésion histologique à risque, qu'est-ce qu'on va faire chez elle? Une mammographie annuelle bilatérale, plus ou moins une échographie en fonction de la densité mammaire pendant 10 ans. Puis après, elle retournera en fonction de son âge, soit dans le dépistage organisé, soit dans le dépistage individuel.
Donc maintenant, je vais vous donner quelques petites caractéristiques en imagerie qu'on peut retrouver chez ces patientes, et notamment chez les patientes mutées et à très haut risque. Donc, les microcalcifications. Donc, les microcalcifications, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qu'il faut biopsier? Il ne faut pas trop faire, il ne faut pas faire pas assez. On sait que les microcalcifications sont diagnostiquées essentiellement par la mammographie. 80% des CCIS sont révélés par des microcalcifications. 30 à 40% des carcinomes infiltrants contiennent des microcalcifications. Donc la mammographie détecte fréquemment des microcalcifications, mais dans 70 à 80% des cas, elles sont bénignes. D'où l'importance d'une étape très importante pour nous de caractériser correctement les microcalcifications pour ne pas faire trop de prélèvements ou pas assez, ou amener à des surveillances qui n'auraient pas dû, etc. Donc la nouvelle classification BI-RADS, donc vous savez 2 c'est bénin, c'est sûr que c'est bénin. À partir de 3, on fait une surveillance dans la population standard, on fait une surveillance 6 mois, puis 1 an, puis à 2 ans. Si ça ne bouge pas, on peut les reclasser 2. 4, 5, ça ne pose pas de problème. Elles sont assez suspectes pour amener à faire des prélèvements. Ce qui va nous poser problème chez les patientes mutées, c'est les lésions BI-RADS 3 parce qu'on va devoir faire des surveillances chez des patientes qui sont radiosensibles et donc risquer de louper aussi un cancer. Et voilà. Donc c'est le principal problème, c'est les lésions BI-RADS 3 chez les patientes mutées. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de lésions, de calcification, microcalcification, macrocalcification strictement bénigne. Là, c'est des microcalcifications suspectes. Et malheureusement, je n'avais pas de calcification BI-RADS 3. Donc, je ne pourrais pas vous donner l'exemple, mais c'est entre les deux. Donc, ce qu'on sait sur ces microcalcifications BI-RADS 3, c'est que dans la population générale, elles ont une valeur prédictive positive de cancer inférieure à 2%. Donc, quand on classe 3, on a peu de chances de rater le cancer, entre guillemets, puisqu'on va les surveiller. Au bout de 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans. Si au bout de 2 ans, ça n'a pas bougé, bon, on n'a rien loupé. Par contre, chez les patientes mutées, du fait qu'elles soient radiosensibles et du fait du risque de sous-estimation des hyperplasies canalaires atypiques, des carcinomes canalaires instituts, on est obligé de les biopsier. Une particularité qu'il faut savoir, c'est que chez les patientes mutées BRCA1, il est retrouvé exceptionnellement des microcalcifications. Et c'est les patientes les plus radiosensibles. Donc se pose la question de pratiquer ou pas, mais on le fait, la mammographie chez ces patientes-là. Par contre, chez les patientes BRCA2, le taux de microcalcification est pareil que dans la population générale. Les recommandations de l'HAS et de l'INCA, c'est que toute microcalcification classée au-dessus de 2 doivent bénéficier d'une biopsie percutanée. Concernant l'IRM, on pourrait se dire, ces patientes, elles vont bénéficier d'une IRM, pas forcément d'une mammographie, elles sont jeunes, on va éviter de leur faire trop de mammographie. Alors, l'IRM, actuellement, ce n'est pas recommandé dans le diagnostic des microcalcifications. Il y a une étude de CUL sur 160 CCIS qui a mis en évidence une sensibilité globale de 92%. Bon, c'est pas mauvais, hein, mais ça détecte seulement, beaucoup plus facilement les hauts grades. Après, on passe à côté des bas grades et des grades intermédiaires. Concernant les masses, alors là pareil, les progrès actuels de la biologie moléculaire ont permis de classer les tumeurs et d'aller au plus près de leurs caractéristiques, leurs photos d'identité en quelque sorte. Donc tout le monde connaît les luminales A, donc qui ont des récepteurs hormonaux positifs, un KI souvent bas, un index de prolifération souvent bas, les luminales B qui ont un index de prolifération plus élevé, et les tumeurs triple négatives qui n'ont ni récepteurs hormonaux et qui sont négatifs pour la HER2. Et les tumeurs HER2 qui surexpriment la protéine. Alors, ce qu'il faut savoir, nous, fréquemment, chez les patientes mutées BRCA1, elles sont souvent triple négatives. Donc, dans 85% des cas. Elles sont, ou sinon, luminal B de haut grade, de taille importante, avec un index mitotique élevé et sans atteinte ganglionnaire dans 63% des cas. Et ce que je vous disais tout à l'heure, rarement sous forme de microcalcification chez les patientes mutées. Donc, quand on tombe sur une jeune qui a 35 ans et qui fait un cancer triple négatif, on se dit « Oula, attention, peut-être que cette patiente-là, elle est peut-être mutée et on va l'orienter au mieux et la surveiller. » Chez les patientes BRCA2, c'est un peu plus difficile parce que ça diffère peu des cancers sporadiques. Souvent luminal B, le taux de CCIS est similaire à la population générale.
Donc l'aspect en imagerie de ces masses, elle est très compliquée à diagnostiquer parce que la sensibilité est limitée de la mammographie parce que c'est des patientes jeunes qui ont des seins denses et qu'elles ont des tumeurs avec une croissance rapide qui sont rarement de contours spiculés, elles sont rondes, bien limitées parce qu'il n'y a pas de trauma-réaction au contact. Et elles ont un temps de doublement très rapide, donc souvent elles sont diagnostiquées cliniquement parce qu'elles se les palpent, parce qu'en moyenne le temps de doublement est de environ 10 mois et on les diagnostique cliniquement à partir de 2 cm. Dans la série de Schrading, il a montré que sur les 64 cancers invasifs chez les patientes mutées ou à haut risque, seulement 42% de ces tumeurs n'étaient pas visibles à la mammographie. Et dans la littérature, le taux de faux négatifs à la mammographie était de 62%. Donc ce qui est énorme. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, et du fait du faible taux de microcalcification chez les patientes mutées BRCA1, on se pose un peu la question de savoir l'intérêt de la mammographie, surtout qu'elles sont à 200 cm. En échographie, pareil, c'est souvent des cancers qui sont ronds. La forme irrégulière reste quand même fréquente. L'aspect évocateur de fibroadénome dans 22% des cas, et voire même peuvent être confondus avec des kystes dans 4 cas dans cette étude, hein, donc ça fait un peu peur pour nous. Donc cet exemple d'une masse bien limitée, ovalaire, de plus grand axe parallèle à la peau, hypoéchogène, assez homogène, bon ça, nous quand on voit ça chez une patiente jeune qui n'a pas d'antécédent, on se dit bon c'est un fibroadénome. Chez une patiente mutée, il y a de fortes chances que ce soit un cancer invasif, donc il faut le biopsier. L'exemple d'une patiente de 27 ans qui s'est présentée avec cette masse, il y a eu un contrôle qui a été fait 1 mois plus tard, et ça donne ça. Et c'était un triple négatif. Donc voilà, il ne faut pas passer à côté, il faut faire un prélèvement. En IRM, ces masses sont, donc, comme on l'a vu en échographie et en mammographie, rondes, au contour circonscrit, mais avec un aspect typique de rehaussement annulaire, avec une courbe de rehaussement typique de type 3. Chez les femmes jeunes, en IRM, c'est compliqué parce qu'elles ont le rehaussement matriciel avec l'imprégnation hormonale, donc il y a plein de rehaussements partout, on ne sait plus, ça c'est positif, ça c'est pas positif, ça qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est très difficile, mais ce qui prédomine dans la caractéristique de ces rehaussements, c'est la topographie et l'orientation du rehaussement. Et il faut prendre en compte toutes les lésions. Il faut pas passer à côté, même un petit truc de 3 mm, la patiente, on va dire, bon, on fait un contrôle à 6 mois, et 6 mois plus tard, ça fait 2 cm. Voilà, en IRM, donc on voit, ça c'est séquence T2, ça c'est séquence T1 avec injection, le rehaussement, vous voyez, bien annulaire, et le centre un petit peu nécrotique de ces tumeurs qui... Voilà. Donc les conséquences pratiques dans la population générale, quand on est devant une masse BI-RADS 3, la valeur prédictive positive de humanité, elle est inférieure à 2%, donc on surveille. Par contre, dans le contexte de mutation, toute masse solide, même si elle a des critères rassurants, doit faire la preuve histologique de sa nature. Alors, un petit mot sur la radiosensibilité, qui a un petit peu révolutionné notre pratique. Donc, l'étude de Catherine Collin, en 2011. Elle a effectué des prélèvements chez des patientes non mutées, chez des patientes mutées en tissu sain et au sein de la tumeur. Elle les a exposées aux radiations, aux rayons X de la mammographie. Et elle a montré que ces rayons X provoquaient des dommages, des lésions d'ADN. Sauf que chez une patiente standard, ces lésions d'ADN vont être réparées et la cellule va repartir et continuer sa vie normalement. Par contre, chez les patientes mutées, elle a montré que les réparations étaient mal effectuées, fautives, et donc risquaient de provoquer des cellules filles qui allaient induire des cancers. Bon, je m'exprime mal, mais je pense que... Voilà. Elle a montré aussi qu'en exposant donc ces biopsies à 2 rayonnements successifs qu'on fait sur les mammographies, donc face oblique, donc c'est pas énorme hein, comme rayonnement, mais on les fait de façon successive, donc on fait 2 clichés par sein. Pareil, chez les patientes mutées, il y avait des réparations fautives, c'est ce qui a été appelé l'effet LORD, Low Repetitive Dose, et là aussi il y avait un risque augmenté potentiel de développer des lésions radio-induites et donc un cancer. Donc en conclusion, il faut savoir repérer les patientes quand on reçoit une patiente pour un cancer du sein ou pour nous un dépistage, l'interroger, savoir les antécédents familiaux, à quel âge sa mère a eu cancer, à quel âge sa soeur, sa tante,
elle, son cancer, les caractéristiques tumorales, l'âge du premier cancer, pour pouvoir orienter ces patientes vers l'oncogénéticien s'il y en a besoin, pour évaluer le risque. Elle est à haut risque, elle est à très haut risque, elle ne représente pas de risque, pour savoir quelle surveillance faire. Donc l'IRM chez ces patientes à haut risque et à très haut risque a une place centrale. Attention à la mammographie et la radiosensibilité, on ne va pas faire à toutes les patientes des mammographies tous les ans. Donc à moins de 35 ans, donc là ils ne sont pas encore d'accord si c'est 30 ans ou 35 ans pour pas de mammographie. À partir de 35 ans, un seul cliché, du fait de l'effet Lord. On a vu que s'il y a une double radiation chez ces patientes mutées ou à risque, on peut induire, et puis surtout c'est des patientes qui sont jeunes, qui vont avoir des mammographies de 35 à 65 ans, donc 30 ans de tous les ans, ça fait beaucoup. Avoir en tête les caractéristiques tumorales et histologiques des cancers chez ces patientes, donc les cancers triple négatifs, donc qui sont des formes des masses rondes, rapidement évolutives, et la nécessité de réaliser des prélèvements chez toutes les lésions BI-RADS3. Donc là, c'est un résumé un peu... voilà, antécédents de CI ou CIS, examen clinique tous les 6 mois pendant 2 ans, puis annuel, mammographie annuelle sans limite de durée. Donc ça, c'est les derniers rapports de l'HAS de 2014. Antécédents d'irradiation thoracique, examen clinique annuel 8 ans après la fin de l'irradiation. IRM annuel 8 ans après la fin de l'irradiation, sans limite de durée, pareil. Pour la mammographie, ils disent une seule incidence, mais ils ne donnent pas d'âge de début. L'antécédent familial avec un score des 5G, donc on a vu supérieur ou égal à 3, sans mutation retrouvée. Donc c'est des patientes qui ont vu l'oncogénéticien, qui ont fait une recherche génétique ou pas. On a évalué donc un risque très élevé, donc c'est la même surveillance que chez les patientes mutées. Examen clinique tous les 6 mois à partir de 20 ans. À partir de 30 ans, IRM annuel, avec un délai, on a vu IRM, écho, mammo inférieur à 2 mois avec l'IRM réalisé en premier. Mammographie à partir de 30 ans, une incidence. En cas de risque élevé, donc la surveillance, là, doit débuter 5 ans avant l'âge du diagnostic de cancer du sein le plus jeune dans la famille. Si la mère elle a eu un cancer du sein à 40 ans, on va commencer à 35 ans. Voilà. Examen clinique annuel à partir de 20 ans, mammographie à partir de 40 ans, et l'association IRM est discutée au cas par cas en fonction du pourcentage qu'a évalué l'oncogénéticienne ou l'oncogénéticien du risque. En cas d'antécédent d'hyperplasie canalaire, lobulaire et carcinome lobulaire in situ, on l'a vu tout à l'heure, c'est mammographie, échographie en fonction de la densité annuelle pendant 10 ans, puis après elle retourne dans le dépistage. Donc là, le dernier, donc ça c'est quand on reçoit la patiente, on va calculer le score des 5G. Si le score des 5G est supérieur ou égal à 3, ça va donner lieu soit à une analyse complète du gène, la mutation est identifiée, on la recherche chez la patiente, la mutation est retrouvée, elle va bénéficier de la surveillance particulière. L'analyse complète n'est pas faite, l'oncogénéticien va déterminer un niveau de risque à l'aide de thésaurus ou d'un avis de RCP. Il va dire, elle est à risque très élevé, surveillance particulière, à risque élevé, surveillance spécifique également. Par contre, si la mutation n'est pas retrouvée, on la recherche chez la patiente. Si elle, par exemple, elle a 42 ans, elle a fait un cancer triple négatif, dans la famille, sa mère avait fait aussi un cancer. À l'époque, on avait cherché la mutation, on ne l'avait pas retrouvée. On la recherche quand même chez la patiente parce qu'on fait des progrès tous les jours. Si la mutation n'est pas retrouvée, la patiente retourne dans le dépistage. Voilà.